Comment l'espérance de vie a évolué au cours de l'histoire, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. C'est quoi les 3 plus gros risques de mortalité dans le monde aujourd'hui? De quoi on parle quand on parle de mesures de santé publique? J'ai pris plein de trucs que je pense que ça va me rester quand même dans la tête. Le CNAM invite Jean-David Zetoun, docteur en médecine, auteur notamment de la grande extension Histoire de la santé humaine, pour une conférence qui fait partie du cycle L'aventure des transitions. Générique. Si vous pouvez prendre juste ce graphique. Donc là, on a l'évolution de l'espérance de vie en fonction du temps dans le monde. Et vous pouvez délimiter combien de grandes périodes à votre avis? Moi, je dirais 2 périodes, une pré-révolution industrielle et l'autre 1900, fin 20e siècle. Here it's like just the same level and then it goes high very fast. Si vous regardez le graphe qui est derrière moi, pour un certain nombre de pays sélectionnés, dont la France, vous avez peut-être l'impression qu'il y a 2 périodes sur ce graphe. Et je vais essayer de vous montrer qu'en fait, il y a 3 périodes qui sont délimitées par les traits verticaux. Quelle était l'espérance de vie avant 1750? Avant 1550, c'était 30, 40. I think it was about 60. La première période de la santé humaine, c'est une énorme période de stagnation, avec une espérance de vie qui est très faible par rapport à nos standards actuels, c'est-à-dire entre 25 et 30, voire 35 ans. Ce qui est complètement fascinant pour moi pendant cette période, c'est que, alors qu'elle est extrêmement hétérogène, donc il y a le néolithique, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la modernité, la Renaissance, etc., il y a un truc qui ne change jamais, c'est l'espérance de vie qui reste bloquée maximum à 35 ans, alors que tant de choses se sont passées et ont fait changer les sociétés humaines. À votre avis, c'était quoi les 3 causes majeures de décès avant 1750? L'hygiène de vie, Et aussi la médecine qui n'était pas très avancée oui, aussi. aussi. Them. Yeah, also education. The doctors weren't very educated as today maybe. Moi, je dirais maladie, hygiène et peut-être la nourriture que tu manges aussi. À l'époque, ça se massacrait en fait. Pendant cette période, 3 causes expliquaient énormément de morts, alors qu'aujourd'hui, ce sont des causes qui sont devenues à peu près minoritaires. Donc la première, évidemment, c'est les microbes. Deuxièmement, les famines ou le défaut nutritionnel. Le défaut nutritionnel, c'est encore 700 millions de personnes dans le monde, donc on ne peut pas dire que c'est complètement minoritaire. Il n'empêche qu'à l'époque, c'était presque tout le monde. Et les guerres, la violence, qui étaient énormément plus fréquente qu'aujourd'hui. Donc, si vous trouvez que la société est trop violente aujourd'hui, je suis d'accord. Il n'empêche qu'à l'époque, on pense que les taux d'homicide, en tout cas là encore en Occident, pour ce qui est du Moyen-Âge par exemple, étaient 30, 40, 50, peut-être 100 fois supérieurs à ce que nous connaissons aujourd'hui. Quelle population, quel âge était le plus touché par ces 3 types de causes de décès? 27. Entre 15 et 20 ans. Ouais, je pense par là, autour des 20, ouais. Ouais, attendez. Je pense que c'est à la naissance. En vrai, Ouais, à la exactement. naissance, on mourait beaucoup parce que ça devait pas être OP. Maybe 20 years old. Ces 3 causes touchaient en priorité les enfants, dans des proportions qui seraient devenues inacceptables pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens avaient à peu près entre une chance sur 2 et une chance sur 5 de voir un enfant mourir avant l'âge de 10 ans. Donc l'espérance de vie était bloquée autour de 25-30 ans à cause de la mortalité infantile. Quand les humains arrivaient à aller jusqu'à l'âge de 15-20 ans, là, ils pouvaient s'attendre raisonnablement à vivre jusqu'à 55 ou 60 ans de moyenne. On a vu qu'entre 1750 et 1950, l'espérance de vie a doublé. Pourquoi? C'est quoi les 3 causes majeures? Alors je pense l'hygiène, l'arrivée des vaccins. The doctors educated found some new solutions for some diseases. Mais la médecine, je verrais peut-être ça plus tard. En vrai. Avec la Les révolution premiers industrielle. produits chimiques, c'est 1850-80. Et là, je sais qu'il y a une explosion en France des rendements. Et on commence à sortir de vraiment la misère de bouffe, quoi. La médecine n'avait pas de médicaments. Elle a commencé à progresser en diagnostic à partir du 19e siècle, mais il n'y avait pas de traitement, pas de médicaments. La chirurgie se faisait sans hémostase, sans asepsie et sans anesthésie, ce qui fait que personne n'avait envie d'y aller et qu'en plus, on avait plus de probabilité de mourir de l'intervention que de mourir de la maladie pour laquelle on était opéré, raison pour laquelle les gens ne voulaient pas aller à l'hôpital. Du coup, la médecine n'a fait faire probablement aucun progrès statistique populationnel avant le début du XXe siècle. Dans l'ensemble, ce qui a fait avant tout décoller la santé humaine avec un doublement d'espérance de vie en 200 ans, quelque chose qui n'était jamais arrivé, c'est la santé publique, c'est-à-dire la conception de la santé à l'échelle collective. Deuxièmement, les maladies qui ont été ciblées par la santé publique, c'était avant tout les maladies microbiennes. Ça tombe bien, c'était ça le problème. Et troisièmement, le segment de population qui a le plus bénéficié de ce décollage, ce sont les enfants. Là encore, ça tombe bien. De la même façon qu'une mortalité infantile vous plombe l'espérance de vie, en sauvant quelques enfants, l'espérance de vie pouvait progresser de façon spectaculaire. De quoi on parle quand on parle de mesures de santé publique? Maybe like a good health care for the whole, like a good system, not like in America. Just eat health
food Yeah. and not always fast food or not biologic things. Les hôpitaux, les traitements peut-être. Ouais, bien sûr. Tout ce On qui a- est mis en place pour étatiquement, pour que les citoyens de cette même État puissent accéder à la santé. Ouais, sans qu'il y ait de discrimination finalement, parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'endroit où tu vis. Et... Avec les hygiénistes, l'accès à l'eau. Ouais, le mouvement hygiéniste, ouais. Tu vois les fenêtres, la lumière. Mais je pense que même dans l'habitat urbain, il y a vraiment une différence parce qu'il y a une réflexion sur les égouts, la vie commune, quoi. ouais, les Ouais. égouts, tout ça, déjà c'est pas mal. Et sûrement l'eau. Mécanismes de santé publique principaux dans cette progression d'espérance de vie initiale, qui sont premièrement l'assainissement, donc le traitement des déchets. Deuxièmement, c'était bien de faire sortir la saleté, mais encore fallait-il faire entrer de la propreté, et donc c'est l'eau potable. Je vous rappelle qu'avant les lois qui ont changé les obligations pour les compagnies d'eau allaient chercher l'eau du robinet dans les toilettes. Troisièmement, l'alimentation qui commence à progresser avec, au XIXe siècle, une première mécanisation partielle de l'agriculture qui fait qu'elle devient plus productive et moins sensible aux aléas météo. Quatrièmement, les premières immunisations artificielles. Après est arrivée la vaccination de la variole. Toutes ces améliorations sont en lien avec le déterminant environnemental. Donc les humains ont commencé à améliorer leur espérance de vie en la doublant en 200 ans, uniquement en améliorant leur rapport avec l'environnement, soit en le rendant plus généreux en alimentation, soit en le rendant moins infectant. Et deuxièmement, le décollage de la santé précède le décollage de la richesse. Si vous me posez la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui il faudrait qu'on soit plus riche pour améliorer notre santé, la réponse est évidemment pas du tout. On pourrait même être moins riche et être en meilleure santé. Je vais essayer de le montrer dans la suite du diaporama. La troisième grande période, donc à partir de 1950, là on a vu que l'espérance de vie a continué à augmenter, mais pour d'autres raisons, lesquelles à votre avis? I don't know. I have no idea. Une prise de conscience sur la nutrition peut-être. Peut-être le fait qu'avec la contraception, vu qu'on fait moins d'enfants, il y en a moins qui meurent. Peut-être qu'il y a moins de guerre parce que vu qu'on n'arrête pas de dire si tu me frappes, je t'envoie la bombe, du coup c'est dissuasif et on se bat peut-être moins. Et peut-être qu'on a envie de vivre plus longtemps. Enfin, je veux dire qu'on prend plus soin, le sport, Avoir une éducation sur son corps, comment manger sainement, aller à l'hôpital si ça va pas bien. La retraite. Mais la retraite, bien sûr. Troisième période. Premièrement, elle va s'opposer point par point à la précédente, et pourtant, alors que les mécanismes vont être quasiment opposés, le rythme va rester le même, c'est-à-dire 2 à 3 mois par an d'espérance de vie gagnée chaque année, 2 ans tous les 10 ans. Et donc, ça n'est plus la santé publique, c'est la médecine, la pharmacie et la chirurgie et les systèmes de soins qui vont permettre à l'espérance de vie de continuer de progresser. Ensuite, les enfants ont tous été sauvés, plus ou moins, et donc le monde se retrouve avec des adultes, et les adultes développent des maladies d'adultes, c'est-à-dire plutôt des maladies chroniques que des maladies microbiennes. À cette époque déjà, c'était les maladies cardiovasculaires et les cancers qui étaient les premières causes de mortalité. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Dans certains pays riches, c'est même le cancer qui est en premier. Et donc, ça a continué de marcher au même rythme. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez que c'est assez linéaire. Les courbes sont soit parallèles, soit convergentes, parce que tout le monde ne part pas du même point de départ au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'espérance de vie a continué à progresser de façon continue pendant la deuxième moitié du XXe. L'espérance de vie que l'on a, elle est drastiquement influencée par 2 facteurs sociaux qu'on ne décide pas. Quels sont-ils? Les gens qui s'appauvrissent, quoi, même dans nos pays. Ah ben la pauvreté, l'accès aux soins en fait. La génétique. Mais ça peut jouer, je peux vous le dire, ça joue. Ah, les sexes. Exactement. Les femmes vivent plus longtemps, en moyenne. Je vous ai mis sur la partie droite de la diapositive un papier d'un économiste de Stanford que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chetty, qui a regardé 2 variables, mais pour tous les États-Unis, qui sont la déclaration d'impôt et la mortalité, et qui a montré 2 choses très importantes. La première, c'est que l'espérance de vie entre les hommes et les femmes est très différente, et que au XXe siècle et au XXIe siècle, les femmes, dans 100% des pays du monde, vivent plus longtemps que les hommes, et de beaucoup. Elles fument moins, elles boivent moins, elles mangent mieux, elles font plus de sport, elles se battent moins, elles conduisent mieux. Eh bien, leur espérance de vie est très supérieure. Aujourd'hui, au XXIe siècle encore, en France, il y a 6 ans d'écart. C'est absolument énorme pour une moyenne. Le deuxième enseignement de ce graphe, c'est que à chaque percentile, vous avez un gain statistique de santé à avoir un peu plus de revenus. Même en passant du premier ou du deuxième percentile, c'est-à-dire en étant épouvantablement pauvre à atrocement pauvre, vous avez quand même potentiellement un peu d'espérance de vie
que vous pouvez espérer avoir en plus. Et ça, c'est le même travail pour un pays plus pro-social que les États-Unis, qui est la Norvège, avec 2 messages, à mon avis. Premièrement, en Norvège aussi, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, pour les mêmes raisons que ce que j'ai déjà dit. Deuxièmement, là où le graphe était linéaire, il devient logarithmique, parce que dans un pays pro-social, vous allez très rapidement gagner de la santé dès que vous sortez un tout petit peu de la pauvreté, probablement grâce au fait que l'État social vous protège plus. Aux États-Unis, il est évident que l'État ne protège pas les Américains. C'est quoi les 3 plus gros risques de mortalité dans le monde aujourd'hui? Guerre. C'est Les sûr, maladies déjà. du coup, encore une fois. Les maladies, cancer. cancer, sida. Ouais. Ah, Donc, le cœur. Ouais, Les maladies ouais du mais ça cœur. c'est très lié à la malbouffe. La pollution. Maybe like daily drinking alcohol. La guerre, les nouveaux virus, la pollution, évidemment. Le plus gros risque, c'est l'hypertension artérielle. C'est en jaune. C'est 11,8 millions de décès par an. Il y a la moitié des hypertendus qui ne sont pas dépistés. Sur ceux qui sont dépistés, il y a à peu près la moitié qui ne sont pas traités. Et sur ceux qui sont traités, il y en a une bonne partie qui ne sont pas contrôlés. D'ailleurs, la mortalité liée à l'hypertension artérielle ne dépend pas du PIB. Le Costa Rica, par exemple, est un pays qui a un meilleur contrôle de l'hypertension que la France. Ensuite, en bleu, la pollution. J'ai dit c'est 9 millions de morts par an, dont 90% dans les pays non riches. 50 000 morts par an en France, à laquelle la pollution contribue. Ça ne veut pas dire que c'est la cause exclusive, mais ça aussi, on n'en parle jamais. Je rappelle qu'il y a 600 000 morts par an en France à peu près, donc 50 000 sur 600 000, c'est beaucoup. Et pourtant, il n'y a pas de plan national pour la pollution. En orange, vous avez l'obésité, 5 millions de morts. En gris, vous avez le tabac. Et puis, à la fin, vous avez les 3 maladies microbiennes les plus problématiques, la tuberculose, le paludisme et le VIH, qui font à L3 3 millions de morts. Ce qui veut dire que à L3, elles font 3 fois moins de décès mondiaux que la pollution. Est-ce que la prévention, pour vous, c'est de l'argent jeté par les fenêtres ou non? If you know how to do it right, then I think Et yes. c'est la base de tout, dans tous les domaines. C'est hyper important. Nous, ça nous arrive souvent d'en parler quand même. C'est super, c'est une dynamique qui est dans tous les domaines, mais ça ne doit pas cacher un manque d'investissement sur d'autres réalités. Et peut-être que les politiques publiques se cachent beaucoup sur une prévention pour se dédouaner dans beaucoup de trucs, et je pense à la santé notamment, de la réalité technique, donc des hôpitaux, des financements durs, quoi. Le plomb a des effets neurotoxiques qui agissent sur l'intelligence. Les économistes qui adorent tout lier à l'argent ont fait des corrélations entre le quotient intellectuel et la productivité d'une société. Et ils ont calculé donc que pour chaque dollar qui avait été investi dans la dépollution au plomb, 30 $ avaient été rendus à l'économie. Si aujourd'hui vous avez votre banquier qui vous propose un placement de 1 à 30, 100% d'entre vous allez le faire. Et c'est pour ça que la prévention, que ce soit par la dépollution ou par une action alimentaire, est toujours non seulement efficace, mais rentable. Pour aller encore plus loin, le lien vers la conférence complète au CNAM est en description. Abonnez-vous. Vous pouvez aussi retrouver des vidéos sur ce format sur ma chaîne YouTube de sciences chez Anatole. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.